Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il fait tellement beau aujourd'hui. D'abord, je vous remercie d'être venus vous enfermer dans la salle. Et pour me faire pardonner, je vous proposerai volontiers, non pas d'aller faire cours dehors parce que vous êtes un peu trop nombreux, mais au moins une petite promenade jusqu'au Pont-Neuf, pas loin, j'en viens. Donc c'est 10 minutes, traverse la place Dauphine, petit hommage à notre ami Tabarin. Et sur le Pont-Neuf, on pourrait rencontrer le docteur Sacreton. Est-ce que vous connaissez le docteur Sacreton? Je crois qu'il y a au moins une personne dans la salle qui le connaît, vous vous en doutez, c'est un charlatan. Enfin, ou plus exactement, c'est le personnage d'une pièce de Louis-Sébastien Mercier, publiée en 1780, jouée à plusieurs reprises entre 1788, enfin 87-88, sur les planches de l'Ambigu Comique, ce théâtre qui était situé sur le boulevard du Temple, sur le boulevard du Temple, bien sûr. Louis-Sébastien Mercier, en revanche, vous le connaissez certainement, ne serait-ce que parce qu'il est l'auteur d'un célèbre tableau de Paris, qui est une assez fascinante description du Paris populaire, mais aussi de toute la vie culturelle et littéraire de la capitale. Et dans le tableau de Paris, eh bien, les historiens et spécialistes du XVIIIe siècle ont abondamment et continuent abondamment à puiser. Mais Mercier est aussi connu, et j'en avais parlé dans un cours d'une autre année, comme l'auteur de l'an 2440, qui a été un des grands succès de librairie de la fin du XVIIIe siècle, publié, enfin, dernier tiers du XVIIIe siècle, publié en 1771, un des tout premiers romans d'anticipation qui proposait une rêverie utopique sur l'avenir des Lumières. Mais Mercier était aussi, et avant tout, peut-être, un homme de théâtre, auteur de très nombreuses comédies, dont la plus célèbre à l'époque était La Brouette du Vénigrier. Et donc, cette petite pièce, Le charlatan ou le docteur Sacreton, comédie parade, en un acte, dont l'intrigue est très simple. Un charlatan du Pont-Neuf prépare son futur gendre, qui est le fils d'un épicier, à prendre sa succession. Il lui apprend donc, comme on fait dans ces cas-là, les ficelles du métier. L'épicier, qui découvre que son fils est installé sur le Pont-Neuf en train de haranguer la foule, est évidemment scandalisé. La perspective de le voir devenir un charlatan lui paraît, à juste titre, une régression sociale terrifiante à l'égard de son propre statut d'épicier, c'est-à-dire de membre respectable d'une corporation. Alors, il va quand même, je vous révèle la fin, il va se laisser convaincre lorsque, finalement, Sacreton va lui révéler les sommes que lui rapporte son travail lucratif. Mais entre-temps, et c'est plus intéressant, on aura vu le charlatan, ce docteur Sacreton, à l'œuvre avec quelques clients, et surtout, on aura assisté à la leçon de charlatanisme qu'il donne à son gendre, à son successeur désigné, pour lui apprendre un peu le métier, ce qui est un véritable morceau de bravoure au milieu de la pièce. Alors, nous allons y venir, car cette pièce mérite qu'on la lise attentivement, mais auparavant, je voudrais suivre deux fils. Deux fils qui permettront peut-être de mieux comprendre la façon dont cette pièce de Mercier retravaille les représentations du charlatanisme médical. Le premier fil, c'est, je vous l'annonçais, celui du Pont-Neuf, si fortement associé au charlatan parisien depuis le XVIIe siècle. Le deuxième fil, c'est celui des représentations du charlatan sur scène, au théâtre, et il s'agit en quelque sorte de relier, à presque 2 siècles de distance, Sacreton à Tabarin. Alors Tabarin, vous vous en souvenez, il s'était installé sur la place Dauphine, nouvellement créée et ouverte sur le Pont-Neuf. Celui-ci, le Pont-Neuf, a été construit à partir de la fin du XVIe siècle. Le chantier a été long, souvent interrompu, ce sont la fin des guerres de religion, et il s'achève finalement en 1607. À l'époque, ça vous le savez, c'est l'histoire de Paris, le pont est extrêmement innovant, d'abord parce qu'il est en pierre et non en bois, comme les ponts parisiens jusque-là.
Il n'est pas couvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas recouvert de boutiques. Ce qui fait qu'il offre une vue sur la Seine et Paris. Et enfin, il est le premier pont à traverser d'une rive à l'autre. D'où ce nom de Pont-Neuf, qui lui est resté, même si, évidemment, aujourd'hui, il est un peu paradoxal, puisque c'est le plus ancien pont de Paris. En 1614 est érigée la fameuse statue d'Henri IV, initiative de Marie de Médicis, qui devient un des hauts lieux du paysage urbain de la capitale. Elle sera détruite en 1792, après la chute de la monarchie, juste quelques jours après, puis reconstruite sous la Révolution. C'est l'histoire politique des statues. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le Pont-Neuf est un lieu de passage extrêmement fréquenté, mais aussi le haut lieu des petits trafics, des spectacles de rue, de la vente à la sauvette. On y trouve des vendeurs de gravures et de pamphlets, mais aussi des stands de dentistes, d'opérateurs et d'empiriques. Vous vous rappelez, c'est là que Contugi, on l'avait vu, vendait son Orvietan, et le Pont-Neuf est resté pendant 2 siècles le lieu par excellence d'exercice des charlatans. C'était une artère passante, commerçante, remplie donc de mouchards, de recruteurs militaires aussi, et de petits escrocs. Si bien que quand Mercier installe sa Croton sur le Pont-Neuf, il l'inscrit dans une topographie réaliste et hautement signifiante. Les mots charlatan et Pont-Neuf, au XVIIe et au XVIIIe siècle, sont très souvent associés au point de former une sorte de lieu commun, presque indissociable. D'ailleurs, je prends juste un exemple. Au même moment, au moment où Mercier écrit Le charlatan, eh bien, Jean-Pierre Clarisse de Florian, qui est un écrivain de la fin du XVIIIe siècle, et notamment un fabuliste, écrit une fable qui s'appelle Le charlatan, je ne vais pas vous lire en entier, mais qui commence ainsi: sur le Pont-Neuf, entouré de badauds, un charlatan criait à pleine tête. Vous voyez, le charlatan, le Pont-Neuf, c'est vraiment, c'est presque un lieu commun de les associer. Et d'ailleurs, si vous prenez le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, donc je vous rappelle, publié à partir de 1783, eh bien, Mercier, il y a un article Pont-Neuf, et dans lequel Mercier fait l'éloge du Pont-Neuf. Il dit: le Pont-Neuf est dans la ville ce que le cœur est dans le corps humain, le centre du mouvement et de la circulation. Le flux et le reflux des habitants et des étrangers frappent tellement ce passage que pour y rencontrer les personnes que l'on cherche, il suffit de s'y promener 1 heure chaque jour. Donc c'est vraiment le centre de Paris, c'est le lieu par lequel tout le monde passe. Et ce qui est intéressant, c'est que Mercier, au moment où il fait cet article, eh bien, il va citer parmi les figures emblématiques du Pont-Neuf, il cite quelqu'un, il cite le grand Thomas. Le grand Thomas, qui était un arracheur de dents, qu'il appelle, il le nomme le coryphée des charlatans, non, pardon, le coryphée des opérateurs, et il l'évoque exactement dans les mêmes termes dans, justement, le docteur Sacreton, où il y a un passage qui cite le grand Thomas, et c'est ce passage que Mercier reprend, qu'il réemploie tel quel dans le tableau de Paris. Et ce Thomas, ce grand Thomas, eh bien donc c'était, là aussi, il mérite qu'on s'y arrête un instant, parce qu'il est un jalon essentiel de cette histoire des charlatans du Pont-Neuf, entre l'époque des débuts et celui de la Révolution, le moment où justement le Pont-Neuf va commencer à être concurrencé par les boulevards, d'une part, et le Palais Royal, nouveaux espaces des divertissements populaires et du charlatanisme. Alors, qui est ce grand Thomas, qu'on appelait aussi parfois le gros Thomas, qui était un personnage haut en couleur, une force de la nature? On disait qu'il pesait autant que 3 hommes et mangeait comme 4. Et il a régné pendant 40 ans autour, sur le Pont-Neuf, en fait, en gros de 1710 à 1750. C'était vraiment la vedette du Pont-Neuf, si je peux me permettre. Et il était installé à côté... Ah, il y en a qui l'ont, c'est bien. Et donc, en plus, j'ai vraiment improvisé celle-là, mais bon. Alors, c'est pour ça qu'elle est mauvaise. Alors, donc, il a régné, et il était installé à côté de la statue d'Henri IV, et il se faisait fort d'arracher n'importe quelle dent douloureuse, rapidement, sans effort. Et j'aime beaucoup sa fière devise. Il avait une devise, il disait exactement, la dent, sinon la mâchoire. Alors, c'est ce qui s'appelle annoncer la couleur.
Et vous voyez cette gravure, par exemple. Alors ça, c'est juste, j'ai oublié de vous la montrer. Donc ça, c'est une vue et perspective du Pont Neuf, avec, vous voyez, qui date de 1760, avec la centralité, évidemment, de la statue d'Henri IV, enfermée protégée par des grilles. Et puis, vous voyez les passants, les petites boutiques, etc. Et puis là-bas, au fond, le Louvre. Et voilà le charlatan Thomas sur le Pont Neuf. Et vous voyez, grand Thomas avec son panache et la perle des charlatans, il vous guérit le mal de dents quand il vous les arrache. Bon. Et puis vous voyez derrière, on va encore s'amuser avec ça là-bas, la statue d'Henri IV, on est vraiment sur le Pont Neuf, on a le Collège des Quatre Nations avec l'Institut et puis évidemment le Louvre. Eh bien, Thomas s'inscrivait dans une grande lignée d'arracheurs de dents sur les places publiques, étaient les archétypes de la représentation traditionnelle du charlatan. Vous vous en souvenez, nous en avons rencontré quelques exemples à la fois littéraires, notamment au tout début du XVIIe siècle, et iconographiques. Et il y a une raison à ça, c'est que de fait, les soins dentaires étaient les parents pauvres de la médecine d'Ancien Régime. Même les chirurgiens refusaient souvent de s'occuper des problèmes dentaires car ils considéraient que c'était une tâche peu honorable. Et donc pour ceux qui souffraient des dents, le dentiste charlatan, arracheur de dents plus ou moins honnête, plus ou moins violent, était en général la seule solution disponible. Et par ailleurs, même si les maux de dents sont évidemment un problème extrêmement ancien, eh bien, il est probable qu'il se soit très fortement accentué au cours du XVIIIe siècle, sous l'effet d'une part des transformations de l'alimentation, notamment l'essor du sucre et du chocolat, mais aussi en raison du développement des maladies vénériennes, notamment la syphilis, qui abîmait les dents et la mâchoire. Les historiens de la médecine, et surtout de la dentisterie, ont voulu voir en Thomas une sorte de figure archaïque, le dernier représentant de la préhistoire de la dentisterie moderne, et il est assez facile de lui opposer son exact contemporain, qui s'appelait Pierre Fauchard, auteur en 1728 d'un des tout premiers manuels modernes de soins dentaires, intitulé « Le chirurgien dentiste » ou « Traité des dents ». Or, comme l'a montré l'historien Colin Jones dans un article important sur lequel je m'appuie, cette opposition est trompeuse ou du moins réductrice. Thomas n'était pas cette caricature de charlatan que l'histoire a retenue. Il avait en réalité une formation de chirurgien militaire. Les poudres qu'il utilisait en guise d'anesthésiant bénéficiaient de brevets et il arborait le titre d'opérateur privilégié du roi. On retrouve ici des éléments qui nous sont maintenant familiers de cette histoire des charlatans d'Ancien Régime, beaucoup moins marginaux et clandestins que ce que l'historiographie classique voulait nous raconter. En réalité, on peut même considérer que Thomas et Fauchard ne représentaient pas deux pôles opposés de la dentisterie, le charlatan archaïque et puis le dentiste moderne, mais qu'ils étaient des concurrents au sein de ce marché florissant des soins dentaires. D'ailleurs, l'inventaire après décès de Thomas, que Colin Jones a commenté, eh bien, nous prouve que Thomas est mort fort riche. Son inventaire, il n'était pas du tout un pauvre hère, mais il était bien un entrepreneur avisé qui a fait fortune. Alors, cette leçon est importante parce que, une fois de plus, elle nous amène à être prudents avant de manier des stéréotypes comme celui de charlatan, que ce soit pour en faire un ennemi de la vraie science ou au contraire un médecin du peuple. Mais il faut pourtant peut-être la nuancer néanmoins sur deux points. D'abord parce qu'il convient sans doute de ne pas aller trop loin dans l'effacement de la distinction entre ces deux pôles de la pratique et de la pensée médicale, car on s'expliquerait mal alors la possibilité de réel progrès de la médecine. Et de fait, l'art dentaire a fait de gros progrès au cours du XVIIIe siècle, comme l'a montré d'ailleurs Colin Jones lui-même dans un autre ouvrage consacré à l'histoire du sourire. Alors, quel rapport ? Eh bien, vous êtes peut-être demandé pourquoi dans les portraits, les modèles commencent à sourire en ouvrant la bouche à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, alors qu'auparavant, ils gardaient toujours
la bouche soigneusement et scrupuleusement fermée. Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus, sous l'effet des Lumières, beaucoup plus sympathiques et souriants que leurs grands-parents. Non, c'est tout simplement que la dentisterie a fait de tels progrès que montrer ses dents est devenu non seulement possible, mais aussi souhaitable, un signe de bonne santé autant que de bonne humeur. Donc oui, le sourire a une histoire et revient notamment à Colin Jones d'en avoir proposé des éléments. Alors je reviens à Thomas, grand Thomas, car un second point essentiel et qui nous concerne aujourd'hui, donc je disais tout à l'heure en plaisantant que c'était une vedette, c'est son extraordinaire célébrité, la façon dont il est devenu de son vivant un personnage connu des Parisiens, une véritable légende vivante. Cette transformation de Thomas en figure populaire a connu son apogée en 1729, lors d'un épisode important, c'est la naissance du dauphin, fils donc de Louis XV et de la reine Marie Lesinska. De nombreuses festivités furent organisées et le 7 septembre, moment où le roi traversait le Pont-Neuf pour se rendre à un tédéum en l'honneur de son fils nouveau-né, eh bien, il est salué sur le Pont-Neuf par grand Thomas, monté sur un chariot, hurlant « Vive le roi » d'une voix tonitruante, accompagné d'une fanfare de trompettes. Et plusieurs brochures et gravures ont raconté l'événement. Quelques jours plus tard, Thomas annonça qu'il allait donner un banquet aux Parisiens sur le Pont-Neuf en l'honneur du dauphin et qu'il allait distribuer 600 saucisses de cervelas et des remèdes gratuits. Mais, on ne peut jamais s'amuser, le lieutenant de police fait annuler l'événement, ce qui mécontenta beaucoup le peuple parisien. Et alors on a, selon les récits, une ébauche, mais je ne m'attarde pas ici, de petites émeutes lors de cette annulation. Et du coup, le mois suivant, Thomas a sa revanche, puisqu'à l'occasion de la présentation du jeune dauphin à la cour, il fait le voyage à Versailles, puis revient à Paris, juché sur un cheval, avec un bonnet sur la tête qui lui servait de couronne, et le présentait comme l'opérateur sans pareil, une sorte de roi de carnaval. Alors on a plusieurs gravures et représentations de cet épisode. Vous voyez la marche du grand Thomas pour aller à Versailles, et donc on le voit donc évidemment là au milieu, avec ici ce bonnet et un coq sur la tête. Et puis, vous voyez ici, c'est ça, justement sa devise latine, hein, la dent sinon la mâchoire. Et puis, il était accompagné d'un boulanger qui distribuait des pains au peuple parisien. On a de la musique, enfin voilà. Donc, il avait un costume, évidemment là vous ne le voyez pas, mais le récit ici, qui est en dessous, raconte qu'il a donc un costume à la turque, écarlate, qui était recouvert de dents et de mâchoires. Et voilà donc, par ailleurs, la figure véritable du superbe bonnet du grand Thomas, opérateur sans pareil. Et alors il reprenait, donc vous voyez le coq, hein, et puis il avait repris, alors là pour le coup, une autre devise qui est tout simplement, modestement, la devise de Louis XIV, hein, Nec pluribus impar. Avec cet épisode, le grand Thomas échappe à son statut de simple charlatan du Pont-Neuf pour devenir un personnage de la culture populaire, un souverain imaginaire du peuple parisien, un roi de substitution, mais aussi un personnage théâtral et littéraire. Quelques années plus tard, en 1743, il apparaît dans une pièce intitulée Le Vaudeville, jouée à l'Opéra-Comique, où il incarne la figure de l'opérateur. Et c'est cette transfiguration qui explique que son souvenir soit encore si vivant un demi-siècle plus tard, lorsque Louis-Sébastien Mercier écrit « Le docteur Sacreton », puis reprend l'éloge du grand Thomas dans son tableau de Paris. Alors néanmoins, de Thomas à Sacreton, il y a une différence importante. Thomas met toute sa théâtralité et son sens du spectacle au service d'une activité bien réelle, à la fois médicale et lucrative. Sacreton, lui, c'est un personnage de comédie, inventé par Mercier, même s'il s'inspire de modèles. Avec lui,
nous ne sommes plus dans la confusion originelle, celle que nous avons rencontrée chez Tabarin ou Contugi, où il semblait presque difficile de départager le comédien du charlatan ou de déterminer quelle activité était au service de l'autre. Désormais, le charlatan est vraiment devenu un archétype comique, un personnage du répertoire dramatique. Et c'est le deuxième fil que je voudrais suivre, comme je vous l'avais annoncé, avant d'en arriver à la pièce de Mercier. Alors, on ne peut pas évidemment évoquer cette question importante du charlatan dans le théâtre français sans s'arrêter sur l'œuvre de Molière, qui est traversée de part et d'autre par la satire de la médecine et des médecins. Vrai ou faux d'ailleurs. Depuis L'Amour médecin, une de ses premières pièces, en tout cas jouée à la cour, que j'avais déjà commentée lors d'une séance précédente, dans laquelle, vous vous souvenez, un vendeur d'Orviétan débite sur scène son boniment, tandis que, dans le déroulement de la pièce, les vrais médecins, eux, révèlent leur incompétence. Et cette satire molièresque à la fois du faux médecin, vendeur d'Orviétan, et des vrais médecins incompétents, eh bien, on peut la suivre, évidemment, dans Le médecin malgré lui, dans lequel Sganarelle, vous le savez, est obligé de se faire passer pour médecin et finit presque par y prendre goût, passant du statut de charlatan malgré lui à celle de véritable imposteur, mais surtout jusqu'au malade imaginaire, qui est la grande satire de la médecine. Dans les pièces de Molière, la question du charlatanisme, au fond, se déploie sur deux plans. La satire, je le disais à l'instant, des faux médecins, mais surtout, et c'est peut-être plus intéressant, celle des vrais médecins, prisonniers de leurs certitudes inutiles et de leur jargon incompréhensible. Ils sont pédants, ils sont dogmatiques, et donc ils sont tout aussi charlatans, ou du moins tout aussi dangereux. Vous voyez les docteurs Diafoirus et Purgon dans Le malade imaginaire. Ils sont totalement ridicules, les plus ignorants de tous les hommes, selon le jugement de Béralde, donc le frère d'Argan, qui ajoute « Toute leur science est renfermée en un pompeux galimatia et un spécieux babil ». Et à bien des égards, la satire de la médecine, chez Molière, est tellement appuyée que la critique du charlatanisme en est presque effacée, ou en tout cas estompée. Si les médecins sont de toute façon aussi incompétents que prétentieux, eh bien, les faux médecins, qu'ils soient de purs imposteurs comme Sganarelle ou des opérateurs comme le vendeur d'Orviétan, ne sont guère plus dangereux. Ils ont au moins l'avantage d'être amusants. Et dès lors, la critique du charlatanisme peut se déployer dans cette double direction. L'imposteur qui exerce illégalement la médecine, mais aussi le vrai médecin qui s'enrichit sans être capable de soigner. Mais Molière va encore plus loin, surtout dans Le malade imaginaire, car il ne se contente pas de se moquer des médecins pédants. Dans Le malade imaginaire, je suis sûr que vous avez la pièce en tête, mais il met au cœur de l'intrigue la question du patient, c'est-à-dire la question de son acquiescement au charlatanisme généralisé. Ici, et c'est aussi intéressant, la critique ne vise pas, comme nous l'avons vu la dernière fois, la crédulité populaire, celle de l'ignorant malade prêt à croire tout charlatan qui promet de le guérir. Non, Argan présente la situation presque inverse. Un bourgeois en bonne santé qui a les moyens de se payer tous les médecins et tous les remèdes qu'il souhaite. La soumission volontaire d'Argan aux lubies de ses médecins devance leurs ordonnances. C'est lui qui est la force motrice, c'est lui qui les convoque, c'est lui qui se plaint, c'est lui qui demande à chaque fois de nouveaux remèdes. C'est son désir d'être soigné qui enclenche la dynamique du soin. C'est sa peur d'être malade, peut-être même son désir secret de l'être. Comme l'a montré Patrick Dandré, Molière fait le portrait de l'hypocondriaque avant que ce terme n'existe. Et il propose ainsi une herméneutique de l'autosuggestion. Avant que le terme existe, mais pas tellement avant, d'ailleurs en 1723, une thèse de médecine est soutenue à l'université de Montpellier,
autour des maladies imaginaires et de la façon de les soigner. Puis, en 1763, le médecin qui avait tout jeune soutenu cette thèse, Boissier de Sauvage, devenu médecin tout à fait reconnu, publie une nosologie dans laquelle il donne à cette maladie imaginaire un nom, le nom de mélancolia argentis, la mélancolie d'Argan. Argan est bien malade, en vérité, mais d'une maladie psychologique, d'un dévoiement de l'imagination qui en fait la proie des médecins, à moins que ceci soit la proie de sa folie. Et celle-ci le pousse d'ailleurs à se transformer lui-même en médecin. Non seulement il développe une sorte de, on pourrait appeler un savoir profane, à force d'écouter les médecins et de s'interroger sur sa santé, mais vous vous souvenez sans doute qu'à la fin de la pièce, il devient vraiment lui-même médecin, même si c'est sous la forme d'une cérémonie parodique orchestrée par Toinette, la servante, qui elle-même s'est fait un peu auparavant passer pour médecin. Il y a ainsi une sorte de complicité profonde entre le charlatan et le faux malade. L'imposture n'est plus du côté du médecin, ou plus seulement du côté du médecin, mais du côté du patient. Car Diafoirus et Purgon croient en leur faux savoir. En bons médecins, ils sont convaincus de pouvoir guérir, même si en réalité ils tuent plus sûrement. Ils sont victimes de l'illusion de la science. D'ailleurs, Purgon se vexe qu'on refuse le remède qu'il a ordonné. Et comme le dit Béralde à son propos, il n'y sait point de finesse. C'est un homme tout médecin, depuis la tête jusqu'aux pieds. Il ne faut point lui vouloir mal de tout ce qu'il pourra vous faire. C'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera. Au fond, celui qui trompe les autres et qui se trompe lui-même, c'est Argan, qui apparaît ainsi comme une figure paradoxale de patient charlatan. Devenu à son tour spécialiste en remèdes divers et en diagnostics farfelus, il devient, selon une formule que j'emprunte à Patrick Dandré, une figure de l'imposture morbide, le complice paradoxal des médecins charlatans. Alors, évidemment, la leçon de Molière, à mes yeux, est très importante, car on peut l'étendre au-delà de la médecine. L'autosuggestion mélancolique d'Argan, qui se convainc d'être malade et se livre au pouvoir des médecins, invite peut-être à mener une réflexion politique sur la complicité des victimes du charlatanisme, sur le désir secret qu'a la dupe d'être dupée. Argan incarne ainsi une figure du public, très éloignée du public rationnel et critique auquel rêveront les philosophes des Lumières. Alors bien sûr, on peut se contenter de rire d'Argan, de n'y voir qu'une pathologie individuelle et ridicule dont Molière se moque, mais il n'est pas interdit d'y voir aussi une méditation plus profonde, plus inquiète, sur la puissance de l'imaginaire, sur l'irrationalité essentielle des êtres humains, sur leur désir de soumission à toute forme d'autorité savante, et peut-être d'autorité tout court. Alors après Molière, l'opérateur et le mauvais médecin sont restés des figures du répertoire dramatique, sans retrouver la même charge critique, mais en installant le charlatan comme un personnage comique, une sorte d'alter ego du comédien lui-même. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve très souvent. Prenons le cas d'un dramaturge un peu oublié, mais qui fut un auteur dramatique prolifique au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, Florent Carton, surnommé Dancourt. Son parcours, déjà, n'est pas banal. Il est avocat, il tombe amoureux de la fille d'un comédien, il l'enlève, il l'épouse. Il abandonne le barreau pour le théâtre, à la fois comme acteur et comme auteur de comédies assez gaies et enlevées, qui ont eu beaucoup de succès de son temps, si bien qu'on a vu parfois en lui un précurseur du vaudeville. La pièce qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle « L'opérateur Barry ». C'est une petite comédie en un acte avec prologue qui est jouée au début du siècle, tout début du siècle, à la Comédie Française. C'est un moment intéressant parce que c'est le moment où la troupe de la Comédie, qui était encore assez récente, puisqu'elle est créée en 1680, eh bien, c'est un moment où elle hésite encore entre le répertoire prestigieux, celui de ces nouveaux classiques que sont Molière, Racine, Corneille, et les pièces plus amusantes qui plaisaient au public et qui souvent venaient de l'univers de la foire. L'opérateur Barry met en scène
cette hésitation qu'a montré Jeanne-Marie Ostiou, et il le fait tout en rendant hommage à la comédie baroque du début du XVIIe siècle et au genre du théâtre dans le théâtre. Dans le prologue, alors que les comédiens se plaignent que la meilleure partie de la troupe soit retenue à Fontainebleau, donc à la cour, un charlatan surgit pour vendre sa marchandise sur scène, peut-être mieux que les comédiens ne vendent la leur. Remarque avec ironie le personnage qui s'appelle Dancourt, et donc le personnage qui porte son nom. Alors qu'un autre comédien s'inquiète du déshonneur qui pourrait en résulter pour le théâtre et pour la troupe, eh bien, Dancourt lui rétorque que le profit pourrait leur revenir. Donc à la fois, si vous voulez, concurrence et complémentarité entre le bonimenteur charlatan et les comédiens eux-mêmes. Donc la proximité originelle entre les médecins ambulants et les comédiens du début du XVIIe siècle est ainsi rappelée ironiquement avant que l'opérateur Barye prononce ces boniments qui mettent en scène tous les poncifs, discours hyperboliques, jeux avec le public, profession de désintéressement, description des bienfaits des remèdes. Pour le plaisir, je vous cite juste l'entrée en matière de Barye. Le discours est assez long, mais il commence comme ça. « Vous voyez, messieurs et mesdames, vous voyez, dis-je, le plus grand personnage du monde, un virtuose, un phénix pour sa profession, le parangon de la médecine, le successeur d'Hippocrate en ligne directe, et l'héritier de ses aphorismes, le scrutateur de la nature, le vainqueur des maladies et le fléau de toutes les facultés. Vous voyez, dis-je, de vos propres yeux, un médecin méthodique, galénique, hippocratique, pathologique, chimique, spagyrique, empirique. » Vous voyez, c'est un amusement Dancourt s'amuse sur les stéréotypes de ces discours ultra-hyperboliques. Et Barye fait ensuite l'étalage, la liste des pays exotiques qu'il a visité, l'Inde, le Siam, la Chine, et dont il a ramené le baume du Japon, la pommade du Pérou, etc. Alors évidemment, effet comique renforcé par le faux accent italien que prend par moments l'opérateur, et qui montre surtout, qu'est-ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que le charlatan est devenu un personnage identifiable du répertoire, une sorte de double parodique, à la fois menteur et cupide, double parodique du comédien, qui, comme lui, vend au public un spectacle distrayant dont personne, en réalité, n'est véritablement dupe. Ce charlatan de théâtre, ce personnage charlatan de théâtre, est plus drôle et bien moins dangereux que le véritable charlatan de la place publique. Comme l'a bien remarqué Jennifer Rumi, l'opérateur Barye et ses semblables, sur la scène de la comédie, au fond, ne font guère de mal. En revanche, ils sont capables, par leurs récits fantastiques et leurs exagérations improbables, de replonger en quelque sorte le spectateur en enfance dans un état d'émerveillement. Le théâtre, et peut-être plus largement la fiction, jouent ainsi, tout au long du XVIIIe siècle, un rôle presque inverse du discours médical. Là où le second dénonce, on l'avait vu toutes les semaines précédentes, là où le discours médical dénonce de plus en plus sévèrement les dangers que font peser les charlatans sur la santé du public, eh bien, le discours théâtral, lui, se montre beaucoup plus tolérant, les présentant plutôt comme des conteurs inspirés et des saltimbanques divertissants. Et Mercier, nous y voilà, hérite de cette tradition, mais il en déplace les enjeux en lui donnant, je crois, une forme plus politique et plus ambiguë. Comme Dancourt, il met en scène le boniment d'un médecin empirique, mais il va beaucoup plus loin, à la fois dans la description réaliste de l'activité d'un charlatan et dans la réflexion critique sur les rapports du charlatan à son public. La première partie de la pièce montre Sacreton aux prises avec plusieurs de ses patients et la façon dont il use avec eux d'un mélange de roublardie et de bienveillance. Alors, certes, il les trompe, il se fait passer pour savant, il les impressionne avec des petites facilités, en leur disant exactement ce qu'ils veulent entendre, mais au fond, si on songe que la pièce est exactement contemporaine de la création de la Société royale de médecine,
et de la répression menée contre les empiriques, il est frappant de constater que Mercier ne s'intéresse, enfin en tout cas il n'insiste guère sur le danger que Sacreton représente pour la santé publique. Ce qui lui importe, c'est tout autre chose, c'est la nature du lien de séduction que Sacreton entretient avec le public. Au cœur de la pièce figure, je vous l'ai dit tout à l'heure, une scène tout à fait essentielle lorsque Sacreton décide d'initier son gendre à son futur métier. Il faut dire que celui-ci, il est jeune, il est un peu intimidé à l'idée de devoir parler, ou plus de devoir haranguer le public sur le Pont-Neuf. Alors Sacreton a recours à deux procédés pour l'aider. Premièrement, un subterfuge. Il installe des mannequins de diverses tailles et formes qui sont censés représenter le public et qui doivent permettre au jeune homme de s'entraîner, de prononcer son discours donc devant des mannequins. Un peu comme Michel Platini s'entraînant à Nancy à tirer des coups francs par-dessus un faux mur de défenseurs, c'était les mannequins. Je sais que c'est une référence qui est un peu pointue pour un public restreint, mais choisi et distingué. Bref, un public donc de mannequins qui ne lui fera aucun mal, mais qui lui permet de tester son boniment. Les mannequins ont des figures humaines. Il vise à démontrer à Nicolas que derrière Nicolas, c'est le nom vous l'avez compris, du successeur, du gendre, à lui démontrer que derrière cette puissance intimidante et un peu abstraite, le public, il n'y a en réalité qu'un assemblage hétéroclite de personnes elles-mêmes, au fond, peu impressionnantes. Et Sacreton commente, eh bien, vois-tu cette grosse servante et ce maigre huissier, ce garçon rôtisseur et ce metteur en œuvre, ce rouge boucher et ce pâle savoyard, vois-tu la raide figure de ce pharaon en catogan? Eh bien, te voilà face à face du public. Es-tu rassuré? Dis, voilà ce que c'est. Au moment même où, en 1780, le public commence à être fortement valorisé comme instance de jugement littéraire, au théâtre notamment, mais aussi comme instance de jugement politique, à travers la notion d'opinion publique, à travers la notion de tribunal de l'opinion, comme l'ont montré de très nombreux travaux en histoire de la culture politique. Je ne développe pas aujourd'hui, mais enfin, ça, c'est vraiment, au fond, un acquis. Les années 1770-1780, c'est la montée en puissance de la valorisation du public littéraire et public politique. Eh bien, Sacreton, lui, fait l'inverse. Il désacralise complètement le public en le réduisant aux individus qui le composent. Mais la métaphore des mannequins, elle dit aussi autre chose. Elle dit que le public est passif, que le public est manipulable, mais manipulable au sens propre. On prend les mannequins, on les déplace et on les installe comme on veut. Arranger le public, ordonne Sacreton à ses assistants au moment d'installer les mannequins. Arranger le public. Arranger le public, c'est à la fois installer physiquement les mannequins, mais c'est évidemment aussi le tourner comme on veut, à sa guise, par la puissance de l'éloquence et de la rhétorique. Comme l'a remarqué Martial Poisson, que je le cite, la trivialité affichée de l'allégorie de l'assemblée des mannequins fait entrer le public dans l'ère du soupçon. La satire porte moins ici, comme dans le théâtre classique, sur le charlatan lui-même, sur sa volonté de tromper, sur ses boniments ridicules, mais sur la puissance mystificatrice du spectacle. Mercier s'inscrit ainsi dans un courant qui anticipe la critique du spectacle et la critique de la culture de masse. Et voici le second procédé de Sacreton pour initier Nicolas à son art. Il lui tient un discours enivrant sur la grandeur du métier de charlatan. Celui-ci, ce métier est comparé, alors sans surprise, aux comédiens avec qui il en partage l'art de la déclamation, de la mimique expressive et du geste éloquent, à la différence près qu'il exerce en plein air, sur une vaste scène qui implique de ne reculer, dit-il, devant aucune outrance, aucune exagération de l'art dramatique. Alors, cette comparaison, on l'a vu, était un lieu commun du discours théâtral. Mais Sacreton, c'est là que ça m'intéresse, va beaucoup plus loin. Son éloge du métier de charlatan
maître de la parole, dote celui-ci d'une fonction sociale et politique. Le charlatan console le peuple, il rassure les malades, il connaît la vie du quartier, il connaît les problèmes de chacun. Et surtout, il attire le public, il l'assemble, il le fait exister en tant que tel. Il ne trompe pas le peuple, il le constitue en public. Et en cela, les charlatans sont les derniers orateurs publics, ils sont presque des tribuns dont le métier consiste justement à haranguer le peuple. Et lorsque Sacreton décrit à Nicolas les les avantages du métier, il ne se contente pas d'évoquer les profits financiers, mais il poursuit « Comptes-tu pour rien de ceux, donc les avantages, de voyager partout, de porter le sabre au côté, les pistolets à l'arçon, le bonnet fourré en tête, d'avoir un char qui, arrivé sur la place publique, se métamorphose tout à coup en théâtre, avec la rapidité d'une décoration d'opéra. Et là, semblable aux orateurs romains, de parler en public, haranguant tour à tour les nations et parlant en liberté à un peuple serré et attentif. Qui est-ce qui parle aujourd'hui au public ? Personne, mon ami, personne excepté nous. Tu peux réussir par la parole et aller plus loin que tu ne le penses. Alors, il me semble assez difficile de savoir si Mercier ironise sur la folie des grandeurs de Sacreton, et peut-être à travers lui des comédiens, avec qui il a toujours entretenu des rapports conflictuels, Mercier et les comédiens, c'est très très compliqué, ou s'il invite à prendre au sérieux cette image du charlatan comme nouvelle figure de l'orateur romain. Alors, à première vue, on serait tenté de considérer qu'une telle diatribe est une sorte de variation bouffonne sur les lieux communs de l'éloquence politique, une sorte de parodie à distance du fameux discours de réception de Malesherbes à l'Académie française, prononcé quelques années auparavant, dans lequel celui-ci faisait l'éloge conjoint du public, nouveau tribunal indépendant de toutes les puissances, et des gens de lettres, héritiers des orateurs antiques. Je rappelle ce passage très souvent cité, justement, pour montrer l'émergence du public comme valeur. Ça, c'est donc Malesherbes à l'Académie française. Dans un siècle éclairé, dans un siècle où chaque citoyen peut parler à la nation entière par la voie de l'impression, ceux qui ont le talent d'instruire les hommes ou le don de les émouvoir, les gens de lettres en un mot, sont au milieu du public dispersé, ce qu'étaient les orateurs de Rome et d'Athènes au milieu du peuple assemblé. Et donc on pourrait dire, bon mais en fait ça c'est une sorte de parodie un peu grotesque de ce charlatan qui se prend à son tour pour un orateur romain et grec et qui entraîne son successeur à parler devant un public de mannequins. Et d'ailleurs, le nom même de Sacreton, je ne sais pas si ça vous a frappé là depuis tout à l'heure, semble jouer sur la sonorité, la proximité sonore avec Socrate, dont nous avons vu qu'il était considéré par certains comme la figure par excellence de la parole philosophique et par d'autres comme un habile charlatan. Il est possible que Mercier visait par là ces nouvelles figures d'écrivains politiques de la fin de l'Ancien Régime, désireux d'attiser les passions du public et n'hésitant pas à se mettre en scène dans leurs écrits. Ces publicistes que Christophe Streb a décrits dans un livre important paru l'an dernier, qui montre les transformations de l'espace public médiatique à la fin du XVIIIe siècle. Eux-mêmes, d'ailleurs, annonçaient les charlatans politiques de la Révolution, s'adressant directement au peuple en se prenant à leur tour pour des orateurs romains. Néanmoins, si cette dimension satirique est indéniable, la force de la pièce, je crois, tient dans l'ambiguïté que préserve Mercier tout du long. Certes, Sacreton ne guérit personne. D'ailleurs, une de ses patientes est morte après avoir pris 42 fois le remède qu'il lui avait vendu. Alors le mari vient un peu se plaindre et il lui dit « La 43e prise l'aurait sauvé ». Alors en même temps, il est ignorant, il prononce avec emphase des mots grecs qu'il ne comprend pas,
qui ne l'a pas fait. Mais néanmoins, c'est un personnage plutôt sympathique, qui apporte du réconfort à ses patients, se montre généreux avec son gendre, et d'ailleurs cette fierté d'être charlatan est sans cesse rappelée. Il espère par exemple que Nicolas est né pour la haute éloquence. Lui-même est héritier d'une famille d'opérateurs, et dit-il, il ne veut pas que son gendre déroge. C'est le terme qu'il utilise, comme si le charlatanisme était une sorte de noblesse secrète. Et d'ailleurs, la pièce s'achève par son triomphe. L'épicier donne sa bénédiction à la nouvelle carrière de son fils, au mariage donc avec Angélique, la fille de Sacroton, tandis que celui-ci se met, c'est la fin de la pièce, à rédiger l'affiche qui permettra à celui-ci, donc à son gendre, de connaître la fortune et la célébrité. Et on comprend à ce moment-là qu'évidemment, on comprend que depuis le début, la question médicale n'est au fond qu'un prétexte. Mercier s'appuie sur ce stéréotype du répertoire dramatique, qui par ailleurs était en pleine actualité avec la création de la Société royale de médecine et la lutte contre les vendeurs de remèdes secrets, et il l'utilise pour proposer une réflexion sur les effets ambivalents de l'éloquence publique. Et d'ailleurs, un des rares comptes rendus parus dans la presse à ce moment-là, paru dans l'Année littéraire, le journal de Fréron, eh bien, insistait sur ce point. Tout en louant le réalisme des discours de Sacroton, eh bien, l'article mettait en avant plutôt la critique ironique du public, la crédule ignorance du vulgaire, les dangers du charlatanisme littéraire et philosophique. Et je reviendrai sur un article compte rendu très intéressant qui fait une lecture conservatrice de la pièce, et j'y reviendrai dans une autre séance. Mais, parce que c'est un texte plus long et plus complexe. Mais je reviens sur la pièce, qui n'a eu que quelques représentations, je vous ai dit, en 87-88, n'a pas été rééditée, donc on ne peut pas dire que ça a été un succès, loin de là, et pourtant, ce qui m'intéresse, c'est que Mercier y était extrêmement attaché. Il la cite à plusieurs reprises dans des textes ultérieurs, soit ouvertement, en reprenant, parfois ouvertement, en reprenant des extraits, ce qui indique qu'il ne s'agissait pas à ses yeux d'un simple divertissement. Par exemple, dans un article du Tableau de Paris intitulé « Monsieur le public », vous voyez toujours cette centralité de la réflexion sur le public, « Monsieur le public », Mercier s'interroge sur le caractère insaisissable du public, trop hétérogène, trop incertain, trop dispersé, pour ne pas être une fiction, ou de moins un argument de légitimation que chacun utilise à sa guise. Il écrit « Le public existe-t-il ? Qu'est-ce que le public ? Où est-il ? Par quel organe manifeste-t-il sa volonté ? Dites à un homme en place « Le public désapprouve ». Il répond « J'ai aussi mon public, lequel approuve et je m'en tiens à celui-ci ». Vous voyez, on n'en est pas totalement sorti, pour être la devise de certains hommes politiques, mais enfin. Plus loin, Mercier continue et il ajoute sans vergogne « Je citerai encore l'admirable production trop peu lue, intitulée « Le charlatan » ou « Le docteur Sacroton », je vous rappelle qu'elle a été publiée anonymement, où l'on voit un tableau du public. Il consiste en différents mannequins de toutes sortes de grandeurs et de figures. Donc autopromotion, et en même temps, une manière, il aimait bien en fait cette histoire de mannequins. Je pense qu'il était un peu déçu que ça n'ait pas eu plus de succès, donc il en reparle. Alors, personnellement, je citerai volontiers l'admirable production trop peu lue, intitulée « L'héritage des Lumières », dans laquelle vous trouverez quelques réflexions sur les relations ambivalentes des écrivains des Lumières à l'égard du public. Et voilà, ça c'est un thème, cette ambivalence des écrivains des Lumières et des philosophes à l'égard du public. Où est le public ? Qui peut parler en son nom? Comment l'éclairer? Eh bien, Mercier se débat aussi avec ces questions, et tout le problème, pour lui comme pour d'autres, c'est de combler l'écart entre le public effectif, disparate, crédule, prompt aux engouements excessifs, prompt à la critique injuste, et le public idéal, celui qui est au cœur de l'idéal des Lumières. Ce public, dit encore Mercier, je le cite, qui n'a pas la fureur de juger avant de comprendre. Un public pour lequel,
je le cite encore, « la raison finit toujours par avoir raison ». Mais un public peut-être qui n'existe que dans les rêveries des philosophes, ça c'est moi qui l'ajoute. À la différence de la plupart des autres écrivains, néanmoins, en tout cas de la plupart, et notamment de ceux qu'on appelle les philosophes, les encyclopédistes, eh bien, Mercier apporte à cette réflexion, on pourrait dire, une sensibilité populaire plus authentique. Et c'est pour ça qu'il revient à plusieurs reprises sur cette question du charlatan qu'il prend au sérieux, qu'il prend très au sérieux. Non seulement il l'utilise comme Diderot ou Voltaire pour élargir au charlatanisme littéraire, pour comprendre les ressorts de la crédulité populaire, mais aussi pour penser l'utilité réelle des empiriques. Ceux-ci, justement, les empiriques, ont droit à un chapitre du tableau de Paris qui commence ainsi « Ils sont les médecins du peuple ». Il faudrait le lire en entier, c'est un texte tout à fait formidable. Si l'empirique est le médecin du peuple, dit Mercier, c'est d'abord de toute évidence pour des raisons financières. Le peuple n'a pas de quoi payer ceux qui vont en voiture, écrit-il. L'empirique ne coûte pas cher et surtout il donne à la fois la consultation et le remède. Alors qu'au XVIIIe siècle comme aujourd'hui, si vous allez chez le médecin, vous devez ensuite payer l'apothicaire. Par ailleurs, le médecin est dogmatique. L'empirique, lui, par définition, il s'appuie sur l'expérience. Or, ajoute Mercier, nous sommes tous plus ou moins pyrrhoniens quand il s'agit de médecine. Le pyrrhonisme, je vous le rappelle, c'est le nom savant de la doctrine sceptique, pour aller vite, et ce qui veut dire qu'en matière de santé, c'est-à-dire dans un domaine aussi incertain et en même temps aussi vital, eh bien, un peu de scepticisme pratique est préférable à la certitude dogmatique. Mais attention, scepticisme ici chez Mercier, ça ne veut pas dire doute ou hésitation. C'est même tout le contraire. Le grand avantage de l'empirique, c'est qu'il n'hésite pas, il ne tergiverse pas, il est sûr de lui. Alors qu'au contraire, le médecin de la faculté s'appuie sur un savoir dogmatique, mais lorsqu'il est confronté à une maladie, eh bien, il soupèse le pour et le contre. Et là, le texte de Mercier, c'est intéressant, il prend une petite allure misogyne. Il explique que le médecin officiel est féminin, sophistiqué, élégant, instruit, ce qui n'est pas très rassurant. Alors que l'empirique, lui, il a une forte voix, il est viril, convivial, populaire, il vous donne une bonne bourrade dans le dos et il vous promet de vous guérir. Et, dit Mercier, mais cela même, c'est un réconfort. C'est peut-être même le début de la guérison. Voilà ce qu'il écrit. Quand il n'y aurait que ce ton ferme, assuré, qui frappe le malade, ce serait déjà un grand bien, car il commence par fortifier l'âme, et le médecin de la faculté, avec sa parole incertaine et ses tâtonnements, ne verse pas dans l'âme le courage, ni le baume restaurant de l'espérance. Il est froid, tandis que l'autre, chaud et vaillamment, vous dit d'une voix forte et convaincante, « Prenez et guérissez ». J'aime beaucoup. Ce ton éloquent ranime et conforte le malade, chasse la peur et commence peut-être la guérison. Il ne faut pas compter pour peu cette force, imagination ordinaire aux empiriques et qui leur fait dire à des squelettes ambulants « J'en ai guéri bien d'autres. Vous ne digérez pas ? Eh bien, dans 15 jours, vous mangerez un aloyau avec moi. » L'empirique a la parole hardie, ajoute immédiatement Mercier, et cela plaît au peuple. Il se saisit de l'imagination du patient, alors que les médecins, eux, sont peut-être fort savants, mais ils n'ont pas le talent de la parole. Avec cette théorie du rôle que joue l'imagination dans la guérison, Mercier peut alors renverser l'accusation traditionnelle. L'empirique ne trompe pas, au contraire, il entame la guérison par l'effet qu'il impose à l'esprit du malade. On pourrait dire que c'est déjà la méthode Coué en quelque sorte, mais c'est surtout le plus intéressant, c'est qu'au lieu de la dénonciation scandalisée de la crédulité populaire qu'on avait vue à la séance précédente chez le docteur Tissot, eh bien, Mercier, lui, déploie une sorte, je dirais, d'anthropologie spontanée de la confiance populaire.
qui se montre particulièrement sensible à la chaleur oratoire, donc à ce que Mercier appelle le talent de la parole. Et par ailleurs, il se livre à une critique des médecins officiels peu enclins à soigner les pauvres. Dans un autre texte, il évoque l'anecdote d'un fameux médecin qui, appelé au chevet d'un homme aisé, refusa de s'y rendre de peur d'être obligé de soigner aussi son domestique. « Je ne fais point de la médecine pour les laquais », affirmait-il, et Mercier se scandalise évidemment de ce mépris social. On comprend mieux sa défense des charlatans, ou du moins le regard compréhensif qu'il porte sur eux. Il ne se fait pas d'illusions. Tout son portrait de Sacreton montre bien qu'il connaît leurs trucs, qu'il n'est pas dupe de leurs procédés, de leurs mensonges, de leurs boniments. Mais au fond, il ne peut pas se départir d'une certaine tendresse pour ces figures d'un Paris populaire qui lui sont plus sympathiques que l'arrogance des riches et pire encore que le charlatanisme des élites, non moins réel mais plus respectable. Et c'est dans cet esprit que, dans sa néologie, ou vocabulaire des mots nouveaux, publié en 1801, Mercier propose le verbe, comme néologisme, charlataner. Alors, normalement, vous devriez vous récrier, mais enfin, le mot existait déjà, ce n'était pas exactement un néologisme, on l'a vu, mais ce qui est intéressant, c'est que Mercier en modifie un peu l'emploi. Charlataner était, on l'avait vu, un verbe transitif qui signifiait le fait de tromper en séduisant par de belles paroles. J'avais proposé « je me suis bien fait charlataner ». Bon, mais dans l'usage qu'en propose Mercier, qui correspondait plutôt à un état de la langue à la fin du XVIIIe siècle, charlataner, c'est faire le métier de charlatan, c'est agir comme un charlatan. Le verbe devient intransitif. Et voici son commentaire, ce qui est en fait la définition, c'est une très courte notice. Charlataner au bout du Pont-Neuf, cela est vil. Mais charlataner au milieu des grandes sociétés savantes, cela devient presque respectable, du moins cela passe. Alors il reste néanmoins que, pendant la Révolution, Mercier devient de plus en plus pessimiste à l'égard du public, et notamment du public populaire. On trouve, dans son Nouveau Paris, publié en 1797, un long chapitre consacré à un autre charlatan, nommé Martin, qui logeait rue d'Anjou, qui lui n'était pas un faux médecin, mais un tireur de cartes, c'est-à-dire un pseudo-voyant ou devin, ce qu'on appelait alors un oracle, et qui connut son heure de gloire dans le Paris révolutionnaire et qui attirait les foules. Mercier insiste sur la crédulité indéracinable du public populaire qui semble signer l'échec du projet pédagogique des Lumières et de la Révolution. Je le cite. « À quoi servent les livres, les académies, les instituts, les travaux des philosophes, tous les flots de lumière qui ont illustré et illustrent encore notre siècle? Aucune de ces raisons n'a pénétré la masse du peuple. Il est toujours le même. Les mêmes superstitions l'assiègent, il n'a pas perdu une seule de ses erreurs antiques. Si, comme je le pense, il n'y a que du charlatanisme chez le tireur de cartes, du moins, Martin sait et sent mieux que tous les philosophes ensemble que la sottise est et sera constamment l'apanage du plus grand nombre, puisque le flot des consultants va incessamment chez le cul-de-jatte, c'est-à-dire que c'était Martin, tandis que personne n'allait consulter ni Montesquieu ni Rousseau. Alors on retrouve, vous allez me dire, on retrouve l'opposition entre le charlatan et les philosophes que nous avions rencontrés chez Condorcet. En 1797, sous le Directoire, cela devient même un lieu commun. Les écrivains, même ceux qui étaient très favorables à la Révolution, qui ont été très favorables à la Révolution comme Mercier, ont été choqués par la violence populaire des journées révolutionnaires et marqués par les abus du langage démagogique. On a trop abusé de la parole, écrit aussi Mercier, qui s'oppose presque directement au talent de la parole qu'il évoquait à propos des empiriques. On a trop abusé de la parole. L'effet de la Révolution est indéniable pour comprendre les propos condescendants de Mercier à l'égard du peuple, éternellement trompé, éternellement prisonnier de ses propres superstitions, enfin de ses vieilles superstitions. Il faut pourtant
je crois, se garder d'imaginer un basculement complet de Mercier de part et d'autre de l'expérience révolutionnaire. C'est un peu trop un lieu commun, cette idée que les philosophes auraient été très optimistes sur les possibilités pédagogiques des Lumières avant les révolutions et auraient été totalement désillusionnés avant. D'abord, dans cet article même du Nouveau Paris, on voit percer aussi une certaine forme d'empathie et de solidarité. Et Geneviève Lafrance, qui l'a étudié, a fait même l'hypothèse qu'il y a chez Mercier, que Mercier voit dans l'oracle Cudjat une sorte d'alter ego à la fois pathétique et glorieux qui donne au peuple ce que celui-ci réclame. Ensuite, même si la Révolution a contribué à inquiéter Mercier, au fond, ce qui domine dans toute son œuvre, c'est un rapport, je dirais, fondamentalement ambivalent au peuple et à la possibilité de l'éclairer, c'est-à-dire de le transformer en public. Mercier croit profondément en la possibilité d'une pédagogie populaire. Il pense que le savoir doit être largement propagé. En cela, il est un homme de son siècle, un écrivain des Lumières, mais il déteste l'élitisme des philosophes, leur arrogance, leur superbe, leur jargon académique. On peut dire qu'il déclare la guerre aux institutions académiques, aux autorités intellectuelles. Il considère que le véritable rôle de l'écrivain, c'est de se rendre lui-même populaire, d'écrire pour le peuple, c'est-à-dire à la fois simplement, de façon à être compréhensible de tous, mais aussi à partir d'une position d'empathie, d'une position de fraternisation. Fraternisation. Comme l'ont montré, là je m'appuie très rapidement et je conclus sur deux autres articles de Pierre Frantz et de Florence Lautry, deux articles importants sur Mercier. Au fond, ils ont très bien identifié une double tension chez Mercier. D'une part, une tension entre son adhésion au projet pédagogique des Lumières, son refus de toute position de surplomb, d'une part entre son adhésion au projet pédagogique des Lumières et son refus de toute position de surplomb, et d'autre part entre sa volonté de populariser la littérature et sa méfiance à l'égard de la multitude ou parfois il va jusqu'à dire de la populace lorsque celle-ci semble incapable de s'arracher à la passivité, à la crédulité, a fortiori lorsqu'elle bascule dans la violence. Tel est le paradoxe du projet de Mercier. Il s'agit de réhabiliter le peuple et la culture populaire, souvent traitée de haut par les philosophes de son temps, tout en affirmant la mission de l'écrivain, du poète ou du dramaturge. Dans son essai Du théâtre, écrit 15 ans avant la Révolution, il écrit ceci : « C'est au poète à parler à la multitude, puisque tout autre homme en place la dédaigne ou la méprise. » Et vous voyez, cette formule, c'est au poète à parler à la multitude, eh bien, au fond, elle semble annoncer Sacreton, 5 ans plus tard, faisant l'éloge de la profession à son successeur. Vous vous en souvenez il y a un instant. Qui est-ce qui parle aujourd'hui au public ? Personne, mon ami, personne, excepté nous. Ce qui est en jeu, c'est la possibilité même de transformer cette multitude populaire, celle qui vient voir le charlatan sur le Pont-Neuf, en un public capable de s'instruire et de s'éclairer. Et c'est évidemment ici que la question du charlatan est tellement importante pour Mercier. Qui est le charlatan ? Est-ce qu'il est celui qui rend la médecine populaire, comme Diderot voulait rendre la philosophie populaire, c'est-à-dire accessible au plus grand nombre, quitte à en rabattre un peu sur les prétentions et les finasseries ? Ou est-il celui qui maintient le peuple dans un état de dépendance, incapable de penser de façon autonome, éternelle proie des démagogues et des escrocs ? Les hésitations de Mercier, je crois, le situent en quelque sorte à mi-distance du paternalisme savant de Tissot, critique féroce des charlatans, et du populisme indifférent du commissaire Lemaire, qui jugeait, rappelez-vous, que le peuple n'avait pas vraiment besoin de véritables médecins. Pour Mercier, la figure du charlatan, sous les traits du docteur Sacreton comme de l'oracle Martin,
invite à penser les ambitions et les limites de l'écrivain qui cherche à la fois à fraterniser avec le peuple, à s'adresser à lui sans condescendance, mais aussi à l'arracher à sa condition, à lui ouvrir les yeux au nom d'une exigence supérieure, la critique des préjugés et les progrès de la science. Déjà bien présente à la fin de l'Ancien Régime, cette réflexion à la fois enthousiaste et inquiète se teinte d'un pessimisme de plus en plus sombre après la Révolution. Je vous remercie. Pardon, pendant que vous partez, j'ai complètement oublié de faire une annonce qui est très importante. La semaine prochaine, les 2 prochaines séances, la semaine prochaine et la suivante, le cours est avancé, il aura lieu à 14h. Et non à 14h30. Voilà, il fallait que je vous le dise, c'est bon. Et ça va être indiqué sera indiqué sur le site. Mais voilà, si vous arrivez pour 14h30, vous risquez de rater la moitié.